Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans Nouvelle Donne, cette nouvelle édition avec déjà en plateau, comme vous pouvez l'apercevoir, les coordonnateurs des ITIE, Jean-Jacques Kayembe, ITIE, un sigle déjà connu par les téléspectateurs des Nouvelles Donnes, ITIE, pour dire Initiative pour la transparence des industries extractives. Alors, où que vous soyez, merci de nous regarder. Merci, Monsieur Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur, d'être là. Merci beaucoup, Samuel. Vous nous faites le plaisir dans cette émission. Vous nous faites le plaisir de venir répondre à mes questions. Alors, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour dire bonjour 2026, adieu 2025 qui tire déjà à sa révérence. Les années passent sans se ressembler. Alors, comment ça a été, à quoi ça a ressemblé l'année 2025 pour ITIE? Pour en avoir le cœur net, le coordonnateur Jean-Jacques Kayembe nous en dira un peu plus dans le courant de cette émission, mais aux dernières nouvelles, Monsieur Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur des ITIE, revient frais et moulu d'une mission à l'étranger. Alors, par rapport aux assignations des ITIE, Monsieur le coordonnateur, de quoi il retourne? Merci beaucoup. Je reviens d'abord de la conférence des États partis à la Convention de la lutte contre la corruption à Doha, parce que vous savez que l'initiative pour la transparence dans les industries extractives est un outil de lutte contre la corruption dans le secteur extractif. Et avant cela, nous étions accompagnés, Son Excellence, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre de Mines à Berlin pour les négociations intergouvernementales avec l'Allemagne. C'est parce que l'Allemagne, via le projet que anime la GIZ, appuie la transparence et la gouvernance du secteur extractif. C'est dans ce cadre-là que nous avions fait partie de toutes ces deux missions. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en retenir que la République démocratique du Congo est très avancée dans les questions de lutte contre la corruption, parce qu'avec toutes les structures, nous y étions et nous avons travaillé et il y a eu les déclarations du gouvernement dans le cadre de la prévention, du recouvrement des avoirs et dans la coopération internationale avec d'autres structures dans le cadre de renforcer la lutte contre la corruption dans notre pays. Alors, les résultats sont probants. Oui, nous, la RDC, on a partagé notre expérience. Oui. Nous avions aussi appris beaucoup des autres pays et nous savons que nous sommes inscrits dans ce cadre-là, dans cette lutte qui est une lutte globale pour que nous puissions mettre fin à la corruption dans tous les secteurs et de manière spécifique dans le secteur extractif. Donc ce sont des missions que nous avons faites, ce sont des conférences auxquelles on a participé pour le partage d'expériences et pour apprendre ce que les autres pays sont en train de faire dans la lutte contre la corruption. De manière concrète, M. Jean Kayembe. De manière concrète. Qu'est-ce que la RDC en la matière à apporter aux autres? Vous savez que quand vous parlez du secteur extractif, les entreprises ne sont pas que les entreprises nationales. Ce sont des entreprises multinationales. Et quand il y a un problème de corruption, ça ne se limite pas. Non, je parle des entreprises qui sont en RDC. Oui. Elles ne sont pas que les entreprises congolaises. Ok. Ce sont des multinationales qui viennent investir en RDC. Ok. Nous avons intérêt à coopérer avec toutes les juridictions pour avoir toute l'information sur, par exemple, les flux financiers illicites, pour voir comment est-ce que
le monde où l'industrie minière et les hydrocarbures tournent dans le monde entier. Ce genre d'activité, c'est pour aller apprendre plus, pour aller nous engager, pour aller tisser la coopération entre plusieurs États. Et comme c'est dans le cadre des Nations Unies que cette lutte contre la corruption a été prise, c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés pour participer à cette messe, qui est vraiment une messe internationale. C'est près de 150 pays qui sont engagés dans la lutte contre la corruption, et nous sommes allés partager notre expérience. Et la RDC a fait beaucoup de progrès dans le cadre de la transparence dans le secteur des ressources naturelles. Ce sont des grosses avancées que nous sommes allés partager avec les autres. C'est la RDC dont on parle à l'échelle internationale peut être considéré comme un modèle. Je ne dis pas que c'est un modèle, mais le pays est fortement engagé dans le chantier de construire une bonne gouvernance, dans le chantier de lutter contre la corruption. Donc, nous sommes allés démontrer que le pays est fortement engagé. Et l'ITIE, comme un outil de lutte contre la corruption, beaucoup de pays s'en félicitent d'être engagés à l'ITIE. Vous savez, la lutte contre la corruption, elle commence par la transparence. Il faut bien connaître qu'est-ce qui est fait dans le cadre des ressources naturelles. Là, la RDC est leader. Nous avons publié tous les contrats du secteur extractif. Nous publions tous les rapports concernant toute la chaîne de valeur du secteur extractif. Donc, sur ce point-là, nous sommes un modèle parce que nous partageons notre expérience. Parce que dans d'autres pays, vous allez remarquer que quand on dit publication des contrats du secteur extractif, ils sont en train de choisir qu'est-ce qu'il faut publier. Mais tandis qu'en RDC, que ce soit le décret de 2011 ou le code minier, c'est très clair. Nous publions le contrat de base avec ses annexes. Sans filtre. Nous publions le contrat de base. Pourquoi est-ce que nous publions le contrat dans sa totalité? Le contrat est signé par les mandataires pour le compte du citoyen. Le citoyen doit être au courant de tout ce que le mandataire est en train de faire pour son compte. C'est pour ça que je dis que la RDC, c'est fait. Tous les contrats, allez sur les sites et du ministère des Mines et du ministère des Hydrocarbures et du ministère de l'Environnement. Vous allez voir que tous les contrats signés en RDC sont rendus publics aujourd'hui. C'est une grosse avancée. Alors, quel est le champ d'action des ITIE concernant les territoires nationaux? Non. Le champ d'action, c'est toute la RDC. Nous travaillons dans le cadre... partout. Nous travaillons dans le cadre... Le secteur extractif est bien ciblé. Le secteur extractif. C'est les Katanga. Non. Le Katanga est bien sûr le fer de lance. Parce que le gros des industries, c'est dans le Grand Katanga, dans le Lualaba, dans le Haut-Katanga, dans le Tanganyika et dans le Olomami. Mais dans le Kasaï, dans le Congo central, dans le Haut-Ouélé, il y a des entreprises qui y travaillent. Mais bien que... il va partout. Nous couvrons le territoire national. C'est l'initiative de transparence dans les industries extractives de la République démocratique du Congo. Donc, nous couvrons le territoire national en termes de transparence et de gouvernance. Mais il se fait que... partout. Mais quand le gouvernement est engagé, c'est le gouvernement qui ouvre les portes. Donc, le gouvernement est fortement engagé et nous avons des entreprises citoyennes dans notre pays qui sont aussi engagées. Ça nous permet d'aller partout. Vous n'êtes pas témoin gênant quelque part? Je ne pense pas. Moi, je pense que l'engagement est tripartite. Le gouvernement s'est engagé, les entreprises restent engagées aussi, et la société civile, elle a besoin de l'information. Grâce à la société civile, nous avons eu des portes ouvertes sur toute l'étendue de la République. Donc, le gouvernement s'est retrouvé dans l'obligation d'ouvrir toutes les portes aux citoyens qui est représenté par la société civile. Et à ce stade, je trouve qu'il y a des grandes
évolutions et qu'il n'y a pas de barrière encore qui nous retiennent aujourd'hui. Alors, avec vous, monsieur le coordonnateur, vous avez la maîtrise du dossier. Je me permets de dire que ce que je vais lire ici, en me documentant dans vos données, je dis par exemple ceci, hein, et je considère comme l'ADN des ITIE. À savoir, promouvoir les dialogues dans la confiance mutuelle et la bonne gouvernance par le biais de la publication continue des données du secteur extractif ouvertes au public. Des mots forts qui résonnent dans les oreilles des téléspectateurs qui nous écoutent. Hein? Racontez-nous, expliquez-nous un peu. Vous savez que la norme ITE, quand elle a été mise en place, oui, c'est pour que le citoyen soit informé. Je vais vous aider, hein, si vous permettez, promouvoir le dialogue. C'est pour ça que, je me répète encore, Oui. la norme ITE a été mise en place pour que le citoyen soit informé. Pour qu'il soit informé, il faut lui apporter toute l'information sur la chaîne de valeur de l'industrie extractive. Pourquoi? Quelle est cette chaîne? Pour créer, Quelle est cette chaîne? Oui, c'est pour créer le vrai dialogue. Parce que le citoyen ne doit pas être sous-informé de comment est-ce que les contrats sont signés, de comment est-ce que les titres ou les licences sont attribuées, quelles sont les quantités de production, quelle est la fiscalité qui est appliquée, quelles sont les recettes dues à l'exploitation de nos ressources naturelles, comment ces ressources sont affectées et comment est-ce que les questions de l'impact social, environnemental est gérée. C'est pour ça que je dis, il faut apporter la bonne information aux citoyens. Lorsque le citoyen est vraiment bien informé, on peut promouvoir le dialogue et le débat public. Je donne un exemple. Si les communautés qui sont impactées par l'exploitation de nos ressources naturelles ne sont pas au courant... Qui sont, au passage, le cuivre, le cobalt, les hydrocarbures, le zinc et autres, le coltan, nous sommes... Les fameux lithium. Il y a le lithium dans le Manono et tout ça. Donc le citoyen doit être au courant que les minéraux sont exploités et exportés et que les recettes dues à cette exploitation ont été versées à l'État et que les communautés qui sont impactées jouissent de la quotité de leur rédevance minière, du 0,3% du chiffre d'affaires et que les cahiers des charges qui ont été signés avec les exploitants sont mis en œuvre. Donc, toutes ces informations doivent être portées au public. Qui sont ces exploitants, tant qu'on y est? Les exploitants, notre pays a près de 500 entreprises qui travaillent dans le cadre du secteur extractif. Oui, énorme. Mais il y a des majeurs. Hein? Il y a des grosses entreprises et des petites. Combien de pourcents parmi les exploitants? Des nationaux et combien de pourcents des expatriés? Je peux dire que le gros, depuis qu'on a eu le code minier de 2002, on a ouvert le secteur extractif aux étrangers aussi, qui sont soit en joint venture avec les entreprises du portefeuille. Voilà, mais le code minier de 2002. De 2002, on a ouvert pour l'exploiter. Le code minier de 2002, il est toujours en application, bien qu'il a été revu en 2018. Il n'y a pas eu un code en 2018, c'est le code de 2002 qui a été revu en 2018 pour changer certaines dispositions. C'est revu, c'est la révision, ce sont des dispositions revues du code minier de 2002. Donc, c'est pour dire que toutes les entreprises, d'abord qui sont en RDC, ont un numéro impôt en RDC, ont été inscrits au guichet unique de création des entreprises. Mais parmi ces entreprises, il y a des multinationales qui sont entrées en joint venture, donc ou en partenariat avec les entreprises du portefeuille
de l'État. Il y en a toute une panoplie. Et puis, il y a certaines entreprises qui sont congolaises. Vous les estimez à quel taux? Non, quand vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises. Je parlerai d'abord de grosses, une cinquantaine. Et puis, sur les 50, moi, je dis que ce sont des entreprises congolaises, mais avec un actionnariat qui peut venir de l'étranger. Mais parce que si vous les voyez, vous allez au fisc, vous allez voir que ce sont des entreprises immatriculées en République démocratique du Congo. Mais les grosses entreprises, cette cinquantaine-là, ça nous fait les paiements de l'État autour de 95%. Donc de tout ce que l'industrie extractive paye en RDC. Qui représente globalement quel chiffre? Le chiffre, cette année, lorsque nous avons collecté pour le rapport 2023, les chiffres total, c'est autour de 5 milliards 300 millions de dollars. C'est autour de ce chiffre-là que les recettes extractives ont fait pour l'État. 5 milliards, c'est 5 milliards. C'est à la fois peu et beaucoup. Bon, moi, je ne sais pas, mais ce sont les chiffres que le rapport nous a donnés. En 2022, nous étions à 7 milliards et demi. Mais vous ne les avez avec pas la critiqués. chute, on a critiqué. Ce sont les recettes de l'État. Oui. Ce n'est pas que on n'a pas inventé. Nous avons récolté les recettes réalisées par nos administrations, que ce soit au niveau central, au niveau provincial et dans les ETD. Ce sont des recettes. Les critiquer, je dirais, nous les avons analysées parce que nous avons recruté un administrateur indépendant qui est un cabinet de renom qui a fait la conciliation ou qui a collecté toute cette information et qui nous l'a présentée sur la place publique. Mais c'est qu'on a Bien remarqué... identifié. Oui, c'est qu'on a bien Quel remarqué... est-il? Le cabinet que Oui. nous avions recruté, c'est le cabinet NRTIM. Ok, NRTIM, c'est un cabinet tunisien ok, qui a une grande expérience Ok. dans l'élaboration des rapports ITE. C'est parmi les cabinets leaders en l'élaboration des rapports ITE. Si vous entrez sur leur site, vous allez voir le nombre de pays pour lesquels ils ont réalisé les rapports ITE. C'est un cabinet de confiance qui a un renom et qui fait du bon travail. Et le résultat de ce rapport montre que de 2022 à 2023, il y a eu baisse à cause de la chute du prix de cobalt. On est passé de 7 milliards et demi, donc 500, à 5 milliards 300. mais qui est remonté Donc, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous faisons cette non, émission. le cobalt vient de remonter Oui. ces derniers temps. On est passé de 23, aujourd'hui nous sommes autour de 50, 52 000 le kilo. Donc C'est le la bonne double. tendance, oui, c'est une bonne tendance. Je pense que la stratégie que le gouvernement avait appliquée il y a quelque temps pour réguler un peu les exportations du cobalt est en train de payer, mais il faut consolider et continuer à travailler pour que on ne puisse pas aussi tuer l'industriel. Alors, je reste encore avec vous sur votre ADN. Vous parlez du dialogue. Je crois que les Congolais comprennent dans la confiance mutuelle. Maintenant, qu'en est-il de la bonne gouvernance dans son essence? Vu des litiers. Le pays est engagé dans ce processus-là. Vous savez, en 2022, la RDC a été cotée à 85,5, c'est-à-dire un pays à transparence élevée. Et nous sommes dans cette marche-là. Et la courbe est ascendante. Nous sommes en train de faire des gros efforts pour rester un pays référence. Dans le cadre de la transparence, et comme vous le savez, la transparence, c'est le premier palier de la bonne gouvernance. Il faut d'abord tout montrer pour que le citoyen voit tout, qu'il ait toute l'information pour promouvoir le dialogue et le débat public. Nous sommes sur une bonne lancée et le pays est en train de faire des gros efforts pour que le citoyen soit suffisamment informé afin que le débat ou le dialogue soit un débat ou un dialogue informé. C'est ça le rôle de l'ITE. Quand vous parlez comme ça, M. Kayembe, qui répondez-vous à tous les Congolais là, qui vous écoutent attentivement, religieusement, et qui se montreraient tout de suite sceptiques? Bon, moi je suis un technicien
je parle en rapport avec les chiffres, avec les rapports. Moi, je ne suis pas en train de spéculer. Je fais un travail toute l'année, je collecte toutes les informations, je les ai fait analyser par un cabinet ayant une expertise, et c'est le résultat que je suis en train de donner ici. Je ne peux pas être comme ceux-là qui discutent sans avoir des soubassements. D'ailleurs, le rôle de l'ITE, c'est de mettre sur la table la bonne information pour que le citoyen soit informé pour un meilleur débat et un dialogue informé. C'est ça le rôle. Si je manque de mettre la bonne information sur la table, je me le reprocherai. Mais je pense que le comité exécutif a défini un plan de travail très clair qui permet à ce que la bonne information arrive aux citoyens au travers de la société civile pour la promotion du débat public dans le cadre de la transparence et de la gouvernance du secteur extractif. Comment vous vous assurez que la bonne information sur laquelle vous insistez arrive à destination? Par quel créneau? D'abord, pour dire que c'est une bonne information, quels sont les critères que le comité exécutif a mis en place? Lorsque nous collectons les informations venant des entreprises, nous avons mis un critérium pour dire est-ce que ces informations sont fiables ou pas. Pour une entreprise, l'information est fournie par le haut responsable qui est habilité dans l'entreprise et cette information est contresignée par leur commissaire aux comptes ou un auditeur externe. C'est-à-dire du côté des entreprises, on a rempli les conditions de la fiabilité de l'information. Du côté du gouvernement, les hauts responsables de toutes les administrations nous signent les fiches et accompagnés de la certification de la Cour de comptes et de l'inspection générale des finances. C'est après maintenant que nous faisons la conciliation de cette information. Et nous sommes rassurés que quand nous recevons une information certifiée pour le secteur privé par un auditeur externe ou par leur commissaire aux comptes et pour le gouvernement par la Cour de comptes ou par l'inspection générale des finances, nous disons que l'information est de qualité. Et cette information, nous pouvons la mettre sur la place publique pour que le citoyen puisse l'utiliser. C'est pour ça que nous disons que les rapports ITE, c'est une manne, c'est une source d'information pour les universitaires, pour les étudiants, pour tout le monde. On peut bien exploiter ça pour demander des comptes auprès des mandataires publics. Alors, M. Kayembe, à partir de quel moment, parce que plus haut, vous avez, il y a un instant, vous avez parlé des meilleurs débats. À partir de quel moment ce débat-là est engagé? Le débat est engagé. C'est que nous, on fait dans le cadre de l'ITE. D'abord, il y a deux niveaux. Quand nous élaborons le rapport ITE, nous nous arrangeons à ce que le citoyen participe, ou toutes les parties prenantes, que ce soit le gouvernement, donc avec toutes les administrations, les entreprises et la société civile, participent à toutes les étapes de l'élaboration du rapport ITE. Quand l'administrateur indépendant fait le premier draft, nous le partageons avec toutes les parties prenantes pour qu'on l'améliore. C'est la première étape. Mais dès que le rapport final est adopté, nous faisons ce que nous appelons un processus de dissémination, qui est un processus de pouvoir partager à grande échelle cette information dans toutes les provinces pour que la population soit informée. On passe soit par les médias et nous voyageons, nous allons... Comme vous le faites actuellement, maintenant, oui, à travers Nouvelle Donne. Nous allons dans toutes les provinces à fort potentiel minier ou des hydrocarbures pour faire la dissémination de ces rapports. C'est pour ça que vous allez remarquer dans notre plan de travail... Vous avez des personnels bien qualifiés, avec des moyens nous avons conséquents? Des experts, et le gouvernement nous accompagne. Et là où le gouvernement n'a pas fait, nous avons des partenaires autour de nous, comme le projet encore de la Banque mondiale, qui est géré par le COREF. On a les partenaires comme la GIZ, et donc ils nous accompagnent pour que nous puissions réaliser toutes ces activités. Nous le faisons, pas seulement à Kinshasa, on le fait dans toutes les provinces minières, dans toutes les grandes villes. Nous allons auprès de la population pour qu'elle soit suffisamment informée, afin qu'elle soit capable de demander des comptes aux mandataires. Donc nous faisons cet effort.
Et si vous analysez bien le plan d'action de l'ITIE, tout ce processus est bien décliné. Et pour 2025, nous avons réalisé le gros de ces activités. Et nous savons que la population est suffisamment informée pour promouvoir le dialogue citoyen et pour promouvoir le débat public. Quel est le rôle de la société civile, ce faisant? Pour nous, la société civile, d'abord, c'est le représentant du citoyen, du peuple. C'est l'œil du peuple. C'est lui qui réclame au nom du peuple pour que la gouvernance s'améliore. Pourquoi? Parce que l'ITIE est mis en œuvre dans un pays pour quel objectif? C'est pour améliorer les conditions de vie du citoyen par la meilleure gouvernance des ressources naturelles. Et comme tout le citoyen ne peut pas être là pour surveiller, c'est pour ça que nous avons ces activistes qui comprennent mieux les choses. C'est eux qui sont le fer de lance même de la mise en œuvre de l'ITIE. C'est eux qui poussent même les réformes pour que la manne congolaise bénéficie aux citoyens. Donc, pour nous, à l'ITIE, la société civile, elle occupe la première place. Et elle est représentée comment? Elle se choisit d'abord pour le comité exécutif. Elle-même, elle s'organise. Elle se choisit des délégués. Mais on ne se limite pas aux délégués qui sont au conseil. Par province ou par ville? Non, elle a... Par entreprise? Elle essaye... Non, non, non. C'est la société civile. Elle est indépendante des entreprises et du gouvernement. Ce sont des acteurs qui travaillent dans le cadre de la gouvernance des ressources naturelles. Ils sont organisés, ils nous envoient les gens qui viennent et des provinces et de Kinshasa. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Ils nous envoient, ils s'organisent. Mais en collaboration parfaite avec ITIE. Oui, mais c'est qu'on doit savoir, hein, on ne doit pas avoir un accent particulier seulement sur les délégués. Okay. Parce que dans toutes les activités, nous réunissons toute la société civile. Quand nous allons par exemple à Lubumbashi, nous faisons appel à toutes les organisations de la société civile impliquées dans le cadre du secteur extractif. On reçoit dans chaque atelier 50, 60 personnes qui viennent de la société civile. Quand on va à Likasi, à Fungurome, à Kolwezi, à Isiro, à Durba, dans le Kasaï, à Mbujimai, à Chikapa, nous recevons beaucoup d'acteurs de la société civile. Nous ne devons pas nous limiter juste aux 5 représentants qui siègent au conseil qui est le comité exécutif. Mais nous avons des réseaux qui sont bien fournis, qui travaillent avec nous dans toutes les questions de transparence et de gouvernance. D'ailleurs, nous avons une politique au comité exécutif ces derniers temps, comme nous sommes en train d'intégrer le secteur forestier. Nous avons pris un noyau des organisations de la société civile qui travaillent dans les régions à forte densité forestière pour aller sensibiliser les communautés impactées, tout ça. Donc la société civile, elle n'est pas là seulement pour faire de l'activisme, elle est là aussi pour la sensibilisation. Et le comité exécutif a pris une charge importante, celle de la dissémination des rapports ITIE. C'est une charge qu'elle a mise sur la tête de la société civile. Parce qu'on sait qu'elle sait comment dialoguer avec les populations qui sont impactées. Monsieur le coordonnateur Jean-Jacques Kayembe, vous parlez d'améliorer les conditions de vie des citoyens. C'est ça le rôle de l'ITIE même. Vous savez, en 2002 et 2003, quand on a commencé il y a à boire et à manger là. Quand on a commencé cette initiative, c'était sur base de quel constat? Les multinationales venaient dans les pays riches en ressources naturelles, les multinationales s'enrichissaient et les populations restaient pauvres. Tout le monde s'accusait. Maintenant, pour éviter qu'il y ait toujours des accusations, c'est comme ça que vous voulez parler de quelle catégorie de population celles qui sont dans les zones minières? Non. Les autochtones. Quand on parle des populations, on parle au niveau du pays. Parce que même si on exploite dans le Katanga, c'est dans votre pays, même si vous êtes à Kinshasa. Donc, même les Kinois et les autres doivent être informés. Parce que les recettes budgétaires qui servent à nos frères qui sont dans le Congo central, dans le Bandundu, ne viennent pas que de leur province. Ça vient de tout le pays. C'est pour ça que
lorsque nous élaborons des rapports ITIE, nous les disséminons sur toute l'étendue de la République et nous rentrons maintenant de manière spécifique dans les zones où les mines sont en train d'être faites. Donc, les populations qui sont impactées, nous avons le devoir de leur donner la meilleure information. C'est pour ça que nous allons de plus en plus dans les zones minières. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur le coordonnateur Jean-Jacques Kayembe, que effectivement les populations sont impactées dans Oui, ce mais pays-là? toute activité humaine amène un impact. Quand on vient creuser dans votre village une mine, De quel point de vue? Quand on vient creuser sur le plan social, vous devez être impacté. Le plan environnemental, Oui, mais comment? vous Comment? êtes impacté. Comment? Sur le plan social, De manière visible C'est et palpable. sur le plan social, il y a une signature des cahiers des charges entre les communautés et les entreprises qui exploitent. On sait voir qu'il y a la construction des écoles, des hôpitaux ou d'autres activités qui sont réalisées. Que ce soit par la rédévance minière ou le 0,3%, nous voyons dans ces villages, dans ces territoires, qu'il y a des avancées significatives. Il y a des projets qui sont réalisés au bénéfice de nos communautés. Lisez le rapport ITE qui est publié dans ces annexes. Vous allez voir qu'il y a près de 500 et plus projets qui ont été réalisés par les industries minières dans notre pays et sur toute l'étendue de la République. Là où au moins il y a des fortes... Vous il y a ne une vendez forte pas du exploitation. vent. Hein? Non, moi j'ai un rapport. Le rapport est fait par un administrateur indépendant. Ce n'est pas M. Kayembe qui élabore le rapport ITE. Nous avons recruté un cabinet indépendant Les Tunisiens. et nous les avons envoyés sur le terrain. Ils ont récolté toute l'information. Et pour ce qui est de l'impact social et environnemental, nous avions recruté un cabinet, KPMG, qui est sur le boulevard, qui est descendu. Quand une entreprise déclare que j'ai construit une école dans un village, KPMG est allé voir et cocher que j'ai vu une école construite dans un village. C'est-à-dire que les rapports que moi je publie, j'ai des évidences qu'il y a eu une réalisation de quelque chose dans le cadre du social. Oui, c'est certifié par le cabinet engagé. Oui, et puis quand nous faisons la dissémination, les communautés qui sont impactées ont le droit de dire que ça, je n'ai pas vu dans mon village. Pourquoi est-ce que nous faisons la dissémination de notre rapport? C'est aussi pour que les communautés puissent vérifier est-ce qu'on a réellement réalisé cette école ou on a construit une école dans mon village ou pas. C'est pour ça que nous ne nous limitons pas à Kinshasa. Quand quelqu'un vous dit que à Kipushi, j'ai fait X, Y, Z activités ou Z projet, nous irons faire la dissémination à Kipushi. Pour que la société civile de Kipushi, quand elle analyse, elle peut dire « Oh, je suis témoin, on a fait une école à Kipushi par cette entreprise-là. » C'est pour ça que moi je dis, nous faisons un effort pour que l'information arrive auprès du citoyen pour un débat informé. Alors de votre point de vue, est-ce que les équilibres sont établis? Je laisse que le citoyen puisse juger cela. Mon rôle à moi est de faire mon rôle à moi est de faire la photographie et de l'apporter auprès de la population pour que la population puisse en débattre. Mais à ce que je sache, le rapport ITE nous dit si les exploitants respectent les cahiers des charges, si les exploitants payent ce qui est dû à l'État, ce qui est dû aux communautés. Ça, ce sont les réponses que vous pouvez trouver dans un rapport ITE. Mais je me fais le devoir de faire en sorte que ce rapport puisse arriver auprès de communautés pour qu'ils soient au courant de ce qui était prévu et de ce qui est réalisé, afin de promouvoir le débat public. Donc on peut mettre sur le compte des rumeurs ou des plaintes non justifiées qui émanent des différentes, particulièrement au Katanga, des différentes zones minières où les autochtones se disent toujours exploités
Ça, je ne peux pas dire que ce sont des... Elle ne trouve pas l'air con. Mais ce que moi, je peux dire, Oui. au moins, je leur apporte la meilleure information de ce qui est fait sur le terrain. C'est avec la meilleure information qu'ils peuvent mieux juger. C'est vrai que nous sommes en train de vouloir que les choses soient extrêmement bonnes pour nos communautés, mais nous devons voir que c'est une industrie qui est en train de travailler. Ils ont un business plan, ils savent ce qu'ils doivent payer à l'État. Maintenant, c'est à nous de vérifier est-ce que ce qu'ils ont payé à l'État, c'est ce qu'ils auraient payé, c'est ce qui est prévu. Là, ce n'est pas à l'ITE de faire ce travail-là. Mais nous apportons la bonne information. Les services qui doivent le vérifier doivent exploiter cette information pour voir est-ce que ces entreprises payent comme il se doit à l'État, les impôts et les taxes. Mais nous, on apporte la bonne information. Le problème de l'ITE, c'est aller chercher la bonne information, la mettre à disposition du citoyen et promouvoir le débat public, garantir l'espace civique. Il ne faut pas que le citoyen ou la société civile sente des pressions lorsqu'elle est en train de faire un débat sur la gouvernance du secteur extractif. Notre rôle, c'est de garantir cet espace civique-là, que le citoyen parle librement de la gouvernance de ce secteur. Est-ce que les clichés, si je puis dire, selon lesquels la RD Congo, parmi les pays les plus corrompus au monde, n'entache pas un peu la crédibilité des ITIE-RDC? Au fait, c'est parce que vous dites que c'est un pays très corrompu au monde, c'est pour C'est ça pas moi que qui le dis. moi, Hein, je trouve que l'ITE est un outil. Des informations comme ça, de plus en Oui. plus, voilà, sur En la fait, place publique. Il n'y a que le malade qui a besoin du médecin. Si la RDC a besoin de l'ITE, qui est un outil de lutte contre la corruption, c'est parce qu'il y a la corruption. Et nous utilisons cet outil pour nous guérir de cette maladie-là. Donc, moi je dis, le simple fait que le gouvernement, la société civile et les entreprises sont engagés à divulguer la bonne information, c'est déjà un effort de lutter contre la corruption. Parce que la corruption, c'est l'antipode de la lumière. Les gens le font dans le noir. Mais lorsque nous apportons de la lumière sur toutes les opérations, sur toute la chaîne de valeur, nous pensons que les limites de la corruption reculent. Mais nous ne disons pas que nous ne pouvons pas prétendre que la corruption est éteinte. Non. Mais nous faisons nos gros efforts pour que les limites de l'obscurité, de la corruption puissent reculer. C'est pour ça que nous faisons des efforts pour publier toute l'information et la bonne information. Et continuons à soutenir le débat public, surtout à préserver l'espace civique du citoyen afin qu'il s'exprime librement en ce qui concerne la gouvernance. L'ITE n'est pas le seul outil de lutte contre la corruption. Le gouvernement a créé beaucoup de cellules, beaucoup de services qui travaillent avec nous pour continuer à lutter contre la corruption. La corruption n'est pas un mot congolais. Hein. Donc, elle est globale. Vous le trouvez des excuses. C'est pour ça que c'est pas une excuse. À la corruption, quand on parle c'est pour dire que des Congo. Nous ne pouvons pas faire la lutte vous cloisonnée. Non, il faut bien m'écouter. La lutte contre la corruption ne doit pas être cloisonnée dans notre pays. Elle est globale. C'est-à-dire que si nous luttons contre la corruption en RDC, nous devons continuer à faire cette lutte sur le plan global. Parce que peut-être les corrupteurs ne viennent pas de la RDC. Comment vous allez les atteindre sous d'autres cieux? C'est pour ça que je vous ai dit, nous participons à ce genre de conférence où la RDC est engagée. C'est parce qu'elle a commencé la lutte dans le pays, avec toutes les structures mises en place, mais nous voulons que cette lutte aille toucher le corrupteur partout où il se cache, même si c'est... Et la RDC, quand vous allez dans des conférences internationales comme ça, reçoit une oreille attentive. Mais nous sommes très très écoutés. Il faut pas
regarde dans le cadre de la transition énergétique. Malgré tout ce qui s'est dit autour de... Dans le cadre de la RDC. transition énergétique aujourd'hui, nous sommes un pays où tous les regards sont sur la RDC. C'est pour ça que moi, je suis en train de dire, je le regrette aussi à un certain moment, qui est un discours qui continue à dire qu'un pays corrompu, mais on ne regarde pas les efforts que le pays est en train de faire pour sortir de ce gouffre-là. Les efforts sont énormes. On est très avancé. Maintenant, il faut changer de narratif, comme le dit le ministre de la Communication. Il faut maintenant donner la vraie photo de ce qui se réalise sur le terrain. Aujourd'hui, en RDC, aujourd'hui, en RDC, vous allez trouver les Congolais en train de parler de la corruption en RDC de 2005. Nous sommes en 2025. Il parle de cette corruption de 2005-2010 comme si c'est une actualité en 2025. Mais il fait fi des avancées qui sont faites. C'est pour ça que moi je dis, la corruption, bien sûr, il y a eu, il y a peut-être, mais il faut regarder quels sont les efforts. Peut-être. Parce que moi, je ne sais pas s'il y en a encore, mais ce que je sais au moins, c'est que moi, je sais au moins, c'est que nous sommes en train de faire des gros efforts pour repousser au loin les limites de l'obscurité qui est la corruption. Ce sont les efforts que moi, je suis en train de faire. Monsieur Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur des ITIE, quel est les bulletins de santé vu du rapport 2025 des ITIE s'agissant concrètement de la lutte contre la fraude minière? Moi, je dirais que toute l'information est dans le rapport ITIE. Vous connaissez qui exploite, qu'est-ce qu'il produit, et là où il exploite. En un mot, par rapport à ce que vous regardez en ce moment, sur le plan, qui n'ont peut-être pas l'occasion sur le plan industriel, je n'ai pas beaucoup de soucis. Sur le plan industriel, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez d'ailleurs trouver maintenant sur les sites du ministère des Mines, de la CTCPM, tout est clair. Maintenant, on a des défis liés, par exemple, à l'exploitation artisanale. Là, ça reste des défis sur lesquels... Qui sont notamment, principalement... Oui, mais c'est la maîtrise d'abord de la production artisanale et dans l'est de la RDC avec tout ce qui se passe sur les exploitations illicites des minerais de coltan, de l'or dans l'est de la RDC, ça reste des défis. Le secteur minier artisanal reste un défi parce qu'il faut le formaliser. Il faut que nous puissions passer de l'exploitation artisanale vers les petites mines, mieux organisées. Pour le moment, il faut que l'on n'a pas accès à ces zones-là. Nous, on a publié des rapports du secteur minier artisanal dans le cuivre cobalt. Nous avons fait, il y a plusieurs années, sur le 3T et l'or. On a fait dans le diamant. C'est seulement pour cette année que nous ne sommes pas allés à Goma et à Bukavu. Mais pour tout le reste de la République, les rapports sont disponibles. Donc, nous disons qu'il y a un souci de connaître ce qui se passe dans le secteur artisanal pour que le gouvernement arrive à formaliser. Parce que le gros sera la formalisation et le passage de l'artisanat vers la petite mine. Parce que nous ne pouvons pas continuer à rester, à faire une exploitation minière pour la survie de la population. Ça serait comme de la cueillette, mais il faut passer vers une exploitation pour le développement. C'est-à-dire, il faut passer de l'artisanat vers la petite mine et plus tard vers la mine industrielle. C'est ça le but. Mais pour y arriver, nous devons faire des clichés. Les raffinages sur place au Congo. La politique du gouvernement, elle ne veut pas seulement rester dans l'exploitation du brut, elle veut qu'une partie de la chaîne de valeur soit rapatriée sur le territoire national. Parce que c'est dans la chaîne de valeur, c'est dans la transformation que nous aurons les vraies recettes. C'est pour ça que
Vous avez vu que dans le Lualaba, on commence à discuter sur les questions de la zone économique spéciale pour implanter les usines de batteries et autres. C'est parce que le gouvernement a pris conscience qu'il faut un rapatriement d'une partie de la chaîne de valeur de l'exploitation minière sur les territoires nationaux. Mais il y a des préalables. Il faut de l'énergie et il faut des infrastructures. Je pense que le gouvernement y travaille et que les résultats seront pour très bientôt. On va vers la fin de l'émission. Le temps, la télé nous est compté. Malheureusement, je voudrais m'intéresser avec vous à cette autre dernière actualité. ITIE a organisé il y a quelques temps un atelier national sur la redynamisation du processus ITIE en RD Congo. Les résultats, vous pouvez nous en dire un mot, les résolutions? Oui, parce qu'on a voulu plus d'implication du gouvernement, des administrations, des entreprises et de la société civile. À un certain moment, nous avions vu que la machine était presque en train de gripper. Il fallait que l'on s'arrête, qu'on puisse analyser pour qu'on prenne une meilleure orientation. Et nous avions été honorés au sommet de l'État par son Excellence Madame la Première ministre pour lancer cet atelier où il y a eu la participation de plusieurs membres du gouvernement et des capitaines d'entreprise et de la société civile. Et au courant de cette année, nous avons vraiment remarqué qu'il y a eu une surchauffe. Les gens sont rentrés en train de travailler de manière forte dans le cadre de l'ITIE, de la transparence et de la gouvernance du secteur extractif. C'est pour ça que nous étendons ça au secteur forestier aussi. C'est pour qu'il y ait de la transparence, non pas seulement dans les mines, dans les hydrocarbures, mais dans le secteur forestier aussi. Donc, nous sommes sur le bon chemin. Parmi les résolutions, qu'est-ce qu'on retiendra? Parmi les résolutions, il y a eu d'abord un engagement ferme du gouvernement de financer en grande partie le processus ITIE. On a demandé au gouvernement une participation effective des membres du gouvernement dans les activités du comité national. Donc, ce sont des points clés. Et puis, il y a eu la question de prendre en compte et de réfléchir sur les questions de la transition énergétique. Parce que nous sommes un pays solution. Il faut que la RDC puisse avoir une stratégie de l'exploitation de ses ressources naturelles. Donc, ce sont des questions comme ça qui étaient sur la table pour lesquelles on a réfléchi. Et je pense que le plan d'action qui en est découlé, il est en train de se mettre en œuvre. Il faut attendre un peu plus de temps pour aller juger la mise en œuvre du plan d'action qui était issu de cette activité. Les projections sont donc faites pour l'année prochaine. Toute action, c'est pas un feu de paille. Tu allumes, il prend directement. C'est un processus et généralement un peu long parce que il peut nécessiter qu'il y ait des réformes. Et des réformes peuvent passer par la législation. Et un processus législatif, il ne tombe pas en 2 jours. C'est-à-dire, vous pouvez réfléchir sur une chose, le temps de préparer des textes, que ça puisse arriver jusqu'à des réformes. C'est un processus qui doit s'évaluer sur 1 année, sur 2 ans ou sur 3 ans. Mais nous sommes sûrs qu'il y a des évolutions. Parce que, vous allez voir, une des recommandations phares, c'est que les textes d'application sur la construction du registre des bénéficiaires effectifs étaient une recommandation phare. Et dans les jours ici, vous allez voir, Son Excellence le ministre d'État, ministre de la Justice, va signer un arrêté qui va instituer le registre des bénéficiaires effectifs, qui est une arme de lutte contre la corruption. Parce que nous allons connaître qui sont les personnes physiques qui sont chaque exploitation minière ou chaque exploitation du bois ou des hydrocarbures. Donc, ce sont des recommandations qui sont en train de se mettre en œuvre, mais il faut donner le temps au temps pour que nous puissions avoir le système bien construit. Donc tout ça, c'est pour 2026. C'est le processus, nous disons bien le processus ITIE. Donc, c'est un apprentissage des bonnes pratiques. Il ne faut pas être... nous ne pouvons pas croire que ça va se faire en 2 jours, mais ça prend le temps qu'il faut pour que ça s'implémente, pour que ça soit adopté par le citoyen. Ok, on va conclure l'émission, mais auparavant,
Faut nous dire quel rapport il y a actuellement entre ITIE des Congo et ITIE International? Bon, nous sommes membres à part entière. Nous sommes membres à part entière sur les 55 pays membres de l'ITIE International. Et je vous informe que la RDC, qui est représentée par votre serviteur, est membre du conseil d'administration de l'ITIE International. Je représente les pays francophones de la sous-région et le Madagascar au conseil d'administration de l'ITE. Jusque-là, moi je pense que nous sommes en bonne posture. Et vous pesez les vôtres... Je ne parle pas seulement des pays de la sous-région. Vous faites le poids. Nous faisons le poids et je pense que nous avons beaucoup de choses à partager avec le monde entier. Voilà, il ne reste plus qu'à conclure l'émission. Je vous laisse les soins. Merci beaucoup, Monsieur le coordonnateur Jean-Jacques Kayembe. Je vous remercie beaucoup et je sais que le 31, nous allons publier le rapport 2023. Et je profite de votre micro pour présenter mes vœux de nouvel an aux parties prenantes qui mettent la norme ITE en œuvre dans notre pays, que l'année 2026, qui sera une année où la RDC sera évaluée, que ce soit une année de succès pour la progression de la transparence et de la gouvernance dans le secteur extractif dans notre pays. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, Monsieur Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur des ITIE, d'être venu nous voir ce soir sur le plateau des Nouvelles Donnes qui se termine, réalisé de main de maître par Pierre Monda, assisté de Ciel Nzanga, mes techniciens qui m'aident à la production et à la réalisation de cette émission. Moi, c'est Simpli Divine Kalunga Kalunga Kasongo. Merci de nous avoir regardé. Excellente année 2026 à tous et à chacun, où que vous soyez, à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Et bonsoir, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.